Tu passes ton temps à analyser tes croyances, tes schémas et ton passé, mais pourtant, tu continues de douter de tes relations, de sursauter au moindre bruit et de te sentir un petit peu écartelé entre cette envie profonde d'avoir quelqu'un qui soit là pour toi, qui puisse te chouchouter, où tu puisses te sentir choyé et choisi, et en même temps cette peur viscérale de s'ouvrir à nouveau, de répéter les mêmes schémas ou de redonner ta confiance pour qu'au final elle soit brisée. Et la raison à ça, c'est qu'on ne guérit pas un système nerveux avec des affirmations, des mantras ou en changeant ses croyances. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin, tu vas comprendre exactement comment vraiment réguler ton système nerveux pour créer des relations qui soient ultra épanouissantes, où tu te sens profondément en sécurité et où il n'y a plus ces montagnes russes d'émotions où un jour ça va pas, un jour ça va mieux et où tu peux construire quelque chose sur le long terme. On va voir exactement comment ton corps peut réapprendre à se sentir en sécurité parce que si tu regardes mes contenus, tu vas probablement dire qu'il faut te sentir en sécurité dans ton corps, etc. Et pour autant, c'est important de comprendre comment le faire. Et quand vraiment tu te sens en sécurité, c'est là que tu débloques une toute autre façon d'aimer, d'être en relation, qui, au lieu d'être des prises de tête, deviennent les plus beaux aspects de ta vie. Cette vidéo, je la fais parce que il y a quelques temps, j'expliquais à une de mes clientes comment notre système nerveux réagit, le fait qu'il réagit de manière automatique et donc qu'on ne peut pas le contrôler. Et je lui ai conseillé de partager ça avec son partenaire et pour ce faire, j'ai cherché différentes vidéos sur le fonctionnement du système nerveux pour qu'ils puissent les regarder ensemble et pas que directement que ça vienne de moi qui était sa coach forcément. Et donc en cherchant dans les vidéos en français, je tombais sur une vidéo et je me dis bon, ça m'a l'air intéressant. Et au fur et à mesure de la vidéo, je remarque qu'il y a plein de points qui sont pas corrects, qui sont incohérents. On parle de réguler le système nerveux et ensuite la personne nous dit ah pour ça il faut changer ses croyances, il faut s'exposer au risque, il faut s'exposer à ce qui normalement dérégule notre système nerveux, sans jamais parler du fait que, sans avoir une base de sécurité, on prend un énorme risque de retraumatiser la personne. Donc je me dis, bon, c'est pas grave, je vais aller voir les vidéos en anglais, peut-être qu'il y aura quelque chose d'un peu plus complet et d'un peu plus juste. La première vidéo sur laquelle je tombe, vous n'allez pas me croire, c'était exactement la même vidéo que celle que j'avais vue en français, simplement en anglais. En fait, la personne en français avait traduit la vidéo et avait répété les concepts qui étaient dans la vidéo en anglais et qui, de base, étaient pas corrects, du moins une partie n'était absolument pas adaptée à des contextes où on parle de personnes qui ont pu être traumatisées dans le passé, qui ont des antécédents de stress chronique. Et donc je me suis dit, bon, je crois que c'est le moment que je fasse une vidéo qui soit complète, qui explique le fonctionnement du système nerveux et ensuite les façons dont on peut le réguler. Et donc cette vidéo, c'est la première partie d'une série de 2. La deuxième partie sera sur les mécanismes exacts que tu peux utiliser, les techniques pour pouvoir réguler ton système nerveux. Cette première partie est sur le fonctionnement du système nerveux pour que tu puisses ensuite comprendre exactement ce qui se passe de manière sous-jacente. Et malheureusement, c'est pas possible de le résumer les deux ensemble en une vingtaine de minutes, sinon c'est sûr qu'on fait des raccourcis et des raccourcis qui sont très souvent incorrects. Tu l'as entendu à plusieurs reprises, le mode survie. Le mode survie qui viendrait d'une dérégulation du système nerveux. Jusque-là, c'est juste. Le mode survie, comme son nom l'indique, c'est quand, justement, le corps va réagir face à un danger qui touche à notre survie. C'est-à-dire qui risque la vie ou la mort. Et donc, le but ici, c'est justement d'augmenter nos chances de survie, peu importe la manière qui est utilisée. Et comme tu l'as probablement déjà entendu aussi, quand on a un système nerveux qui est dérégulé et qui, entre guillemets, est coincé en mode survie, on verra après que c'est pas tout à fait juste de dire coincé en mode survie, on voit une augmentation massive du risque de maladies auto-immunes, des troubles anxieux, dépressifs, addictifs même, de la fatigue chronique, du burn-out, qui ont tous en fait cette cause profonde commune qui est cette dérégulation du système nerveux autonome qu'on va détailler juste après. À l'origine de cette dérégulation, il y a évidemment plusieurs facteurs, c'est rare qu'il y ait qu'un seul facteur, donc c'est souvent un mix. Donc aussi à noter que tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est à prendre selon votre propre contexte. Tout ce que je dis n'est pas adapté à ton contexte. C'est important d'avoir le discernement nécessaire pour pouvoir faire la part des choses. Donc comme je disais, l'origine, ça peut être des traumatismes, que ce soit des chocs ou bien des traumatismes développementaux. Ça peut être du stress chronique, ça peut être des causes qui sont liées à l'environnement et à un environnement qui peut-être était insécurisant pendant très longtemps, particulièrement durant l'enfance. Mais ça peut aussi être après. L'enfance joue évidemment un rôle super important, mais les expériences qu'on a en tant qu'adulte aussi. Et donc pour commencer, on va faire un petit rappel sur le fonctionnement du système nerveux. Parce que le système nerveux, en réalité, c'est très vaste. Et ici, quand on parle du mode survie, on parle en réalité que de 2 branches du système nerveux. Et c'est important de les comprendre pour pouvoir comprendre la globalité dans laquelle
ce mode survie s'insère, et du coup, comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'on peut l'impacter ou pas, et notamment le fait, à ce moment-là, de comprendre que changer ses croyances n'a en réalité que peu d'impact sur la régulation de notre système nerveux. Pour ça, on différencie tout d'abord 2 branches dans le système nerveux. C'est le système nerveux central, qui est composé du tronc cérébral et de la moelle épinière, et le système nerveux périphérique, qui est composé de tous les nerfs qui partent en périphérie de la moelle épinière. Ici, on va se concentrer sur le système nerveux périphérique. Ce système nerveux périphérique, il est composé de 2 voies. Une voie qui est motrice, ce qu'on peut dire référente, et une voie sensorielle qui est afférente. C'est-à-dire, motrice, c'est ce que nous, on va faire, c'est-à-dire une action qui va être émise de notre part, et sensorielle, c'est des informations qu'on peut récolter de l'extérieur et qui remontent. La voie motrice, c'est un stimulus qui part et fait qu'on va faire une action, et l'autre voie, c'est celle qui nous permet de récolter des informations pour ensuite pouvoir avoir une réponse adaptée à la situation donnée. Ici, on va se concentrer sur la voie motrice. Donc on voit en fait qu'on descend un peu les étages. Donc on descend encore un étage. Dans cette voie motrice, on trouve le système nerveux somatique, qu'on dit aussi volontaire, c'est-à-dire tous les mouvements volontaires qu'on peut faire et qu'on influence avec notre pensée. C'est un des aspects les plus importants à comprendre, c'est que cette voie, on l'influence par la pensée, la voie somatique, qu'on dit aussi volontaire, donc ça veut dire quand je bouge mon bras comme ça, c'est moi qui décide. En revanche, il y a une deuxième branche qu'on appelle involontaire et qu'on appelle aussi système nerveux autonome, qui, comme son nom l'indique, fonctionne de manière autonome et automatique, c'est-à-dire là, ma respiration, je la contrôle pas. La respiration, c'est le seul élément en fait qui est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on peut à la fois contrôler et à la fois qui fonctionne tout seul. Mais à part la respiration, les mécanismes en général qu'on a sont soit dans l'un, soit dans l'autre, c'est-à-dire soit volontaire, soit involontaire. En fait, le système duquel on va parler, le système de survie, c'est le système nerveux autonome, c'est-à-dire il fonctionne sans notre conscience. Il est d'ailleurs commun à tous les animaux. On ne peut pas l'influencer avec la pensée. C'est très important de comprendre ça. Le système nerveux autonome, c'est ce qui gère la digestion, le rythme cardiaque, la tension dans les muscles, la libération de glucose dans le sang. C'est tous des éléments qu'on ne contrôle pas, on est d'accord, sinon ça ferait un petit peu beaucoup à contrôler quand même. Et ce système nerveux autonome, en réalité, il est chargé de détecter, selon la situation, est-ce qu'on est en sécurité, est-ce qu'on n'est pas en sécurité, et de pouvoir répondre à la menace dans le cas où il y a un danger. Et donc quand il va répondre à la menace, il va pas commencer à penser, on va dire à consulter entre guillemets le cerveau, le cortex préfrontal, il va simplement agir selon la situation qui est en face. Et donc dans ce système nerveux autonome, on distingue 3 branches, et nous on va se concentrer seulement sur 2. Donc les 3 branches, ce sont le système nerveux sympathique, le système nerveux parasympathique et le nerveux entérique. Le système nerveux entérique, c'est celui qu'on va laisser de côté, c'est celui qui s'occupe de la digestion. Ici, on se concentre sur le système sympathique et parasympathique, donc qui font partie du système nerveux autonome. Vous vous rappelez, on a descendu un petit peu les échelles. Donc là, on est tout en bas. Donc, système nerveux périphérique, on est descendu dans la voie motrice, c'est-à-dire ce qu'on fait, ce qui vient de nous, pas les informations qu'on capte, au niveau du système nerveux autonome, donc involontaire, qui n'est pas contrôlé par la pensée, qui est automatique, qui est notre système de survie, et on s'occupe de la branche sympathique et parasympathique. Donc quelles sont ces 2 branches ? La première branche, sympathique, c'est l'accélérateur. J'aime bien cette image, c'est un peu comme une voiture, donc on a l'accélérateur, donc c'est quand on veut aller plus vite, quand on veut fuir ou quand on veut combattre. On a besoin de beaucoup d'énergie, et donc ce système, c'est celui qui va faire augmenter notre rythme cardiaque, la température corporelle, etc. Parce que c'est tout ce dont on a besoin si on veut fuir ou si on veut se battre dans une situation de potentiel danger. Et ensuite, on a le système parasympathique qui là est le frein. Mais en fait, la nuance qu'on va voir après, c'est qu'il y a le frein qui est doux, c'est-à-dire on freine gentiment, on est en ville, en circulation, tranquille, donc on freine un petit peu, on arrive à maîtriser la situation. Mais si tout d'un coup on a quelque chose qui est imprévu, qui est trop grand, et on peut pas juste freiner doucement, on va faire un freinage d'urgence en fait, tout simplement. C'est un peu le 3e mode qu'on verra juste après. Et donc c'est important de comprendre la nuance là. Donc jusqu'ici, à se rappeler, le système nerveux autonome, c'est la branche du système nerveux qui régule la respiration, le rythme cardiaque, la tension musculaire, la digestion, l'énergie qui est disponible, et toutes les fonctions en fait auxquelles on ne pense pas consciemment, qu'on ne contrôle pas consciemment, mais qui se font tout au long de la journée de manière automatique. Et bien heureusement, sinon ce serait difficile à survivre. À noter, le point le plus important ici à retenir, c'est qu'il fonctionne de manière automatique, c'est-à-dire qu'il est hors de contrôle volontaire. Et sa fonction centrale, c'est ce qu'on appelle la neuroception, c'est-à-dire de détecter si l'environnement autour et la situation dans laquelle on est, elle est sécure, s'il y a un danger, et donc il faut répondre à ce danger. À savoir que ce mécanisme, il se fait en tout temps, et il n'est pas directement lié à la pensée. C'est-à-dire que si tu remarques qu'il y a une voiture qui est en train de te foncer dessus, tu vas sauter de côté sur le trottoir, et c'est seulement peut-être quelques secondes après que tu vas te rendre compte de ce qui s'est passé. Parce que ton système, il a réagi avant toi, avant que tu aies eu le temps de penser. Maintenant, on va plonger dans les 3 états de survie, entre guillemets, qu'on peut trouver. Et pour ça, on va faire un petit détour en passant par la théorie polyvagale du docteur Stephen Porges,
Et c'est très important de comprendre ça, parce que notamment dans la vidéo que j'avais regardée et en français et en anglais, il parlait de 3 branches du système nerveux différents, alors qu'en réalité il y en a que 2, et qu'il y en a une qui a 2 états un petit peu différents. Et c'est ce qu'on va voir ici. Donc, rappelle-toi, on a vu avant le système sympathique et le système parasympathique. Le système sympathique, c'est l'accélérateur, le système parasympathique, c'est le frein. On va commencer par le frein léger, c'est-à-dire quand on est dans la circulation, tout va bien, simplement on freine de temps en peu, tout se passe bien. Donc ça c'est l'état, on va dire, un petit peu de sécurité. Je sais pas pourquoi j'utilise une analogie avec une voiture, je suis pas grande fan de voiture. Et c'est l'état qu'on appelle vagal ventral. Vagal, c'est-à-dire lié au nerf vague. En fait, le nerf vague, il a 2 branches. Il a une branche qui est ventrale, ça passe devant, et une branche qui est dorsale qui passe derrière. Et donc ici, quand le nerf vague, la branche ventrale est activée, c'est quand on est dans un état de sécurité, de repos, de digestion, on pourrait dire. Donc on a un certain calme, mais on n'est pas complètement avachi, on a un calme qui est, on va dire, un petit peu actif, on peut être présent, on peut avoir de l'empathie, de la curiosité, et surtout, on est capable d'être connecté socialement aux autres, c'est-à-dire d'interagir avec les autres de manière saine. Et ça, c'est très important à comprendre quand on parle de relations, on est d'accord. Donc ça, c'est le système parasympathique vagal ventral, c'est-à-dire l'état de sécurité, de repos, de digestion. Donc entre guillemets, c'est un peu l'état idéal, si on veut. Idéal ne veut pas dire qu'on devrait tout le temps être là-dedans. On verra ça aussi ensuite. Deuxièmement, on a l'état, on va dire, de mobilisation. C'est-à-dire ici, on part dans le sympathique, donc ça veut dire l'accélérateur. L'accélérateur, c'est celui qui va engager les modes de fuite et de lutte, que vous avez probablement entendu passer absolument partout. Donc c'est-à-dire face à un danger, un lion qui arrive pour nous attaquer, est-ce qu'on va lutter, est-ce qu'on va fuir? En général, on va plutôt fuir parce qu'on a peu de chances de lutter contre le lion, mais du moins pour ces 2 activités, on a besoin d'énormément d'énergie, que ce soit pour lutter ou pour fuir. Il y a beaucoup d'énergie qui est libérée. Donc c'est là où on va avoir des grosses doses d'hormones de stress qui sont libérées. C'est l'état qu'on appelle fight or flight, si vous voulez. Et c'est là aussi où on peut ressentir, si on parle un peu plus d'émotions, de la colère, de l'anxiété, beaucoup de pensées, quand ça va très très vite. En fait, tout ce qui va très très vite, c'est ce qui est lié, très souvent, à un état sympathique. Pareil pour l'hypervigilance, quand on ressent beaucoup d'agitation, etc. Donc ici, on est dans le système nerveux sympathique, l'accélérateur. Et maintenant, il y a un 3e état. Et je les ai fait dans cet ordre, les états, parce qu'en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que, d'abord, on est dans un état de sécurité. S'il y a un danger, le système va essayer de fuir ou de lutter. Et s'il ne peut pas fuir ni lutter, parce qu'il y a peut-être pas assez de chances de survie ce faisant, il va passer au 3e grand état de survie, qui est l'immobilisation. Vous vous rappelez, j'ai parlé de frein, donc il y a le frein plus léger, et le freinage d'urgence. Ici, c'est le freinage d'urgence. Et le freinage d'urgence, il fait partie du système parasympathique qu'on appelle dorsal. C'est-à-dire, on se rappelle, il y a la branche du nerf vague qui est ventrale et la branche du nerf vague qui est dorsale. Ici, c'est la branche du nerf vague qui est dorsale qui va tout immobiliser. C'est l'effondrement, c'est le figement. C'est quand, en réalité, il n'y a pas assez de chances de survie en fuyant ou en luttant. Et donc, le système va automatiquement décider, mot-clé ici, automatiquement, de comme faire le mort pour essayer d'augmenter les chances de survie. Donc soit de faire en sorte que le prédateur se désintéresse, soit alors de se couper de ses sensations, parce que c'est ça qui se passe en fait quand on est dans cet état d'effondrement, c'est qu'on est un peu coupé de ses sensations, de ses émotions, et donc on sent moins l'impact du choc si il devait y en avoir un. Donc si on parle un peu plus des symptômes qu'on peut ressentir à ce moment-là, c'est que toutes les fonctions vitales vont être ralenties au maximum. Parce qu'en fait, on essaye d'utiliser le moins d'énergie possible, vraiment de faire comme si, de simuler une sorte de mort. C'est-à-dire on va avoir un effondrement, peut-être des formes de dissociation, une fatigue extrême, une sensation de plus être connecté à son corps, de peut-être même se regarder un petit peu à la 3e personne, vivre sa vie ou ses relations, ou vivre le conflit si on parle peut-être d'un désaccord ou d'un conflit dans ta relation. Et donc ça, c'est la branche parasympathique dorsale. Donc en fait, on comprend qu'il y a les 2 branches, sympathique, parasympathique, et la branche parasympathique se divise encore en 2, ventrale et dorsale. Ventrale étant la sécurité, donc ça veut dire le frein léger, et dorsale étant le freinage d'urgence, quand il n'y a plus d'autre solution que de simuler la mort en fait pour essayer d'échapper au danger. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'un système qui est en bonne santé, il va pas tout le temps rester dans, on va dire, cet état idéal de sécurité, de connexion avec les autres. Il va pouvoir circuler librement entre ces différents états. Ça veut dire qu'il y aura des moments de stress, il y aura des moments où on a besoin d'un peu d'accélérateur, de fuir ou de lutter. Il y aura peut-être même des moments où ce sera tellement trop qu'il y aura comme du figement, donc à ce moment-là le freinage d'urgence. Mais un système nerveux qui est en bonne santé sera en capacité ensuite de redescendre, parce que c'est comme une échelle. Tout en haut de l'échelle, il y a l'effondrement, donc le shutdown si on pourrait appeler ça. Juste en bas, il y a la fuite ou la lutte. À savoir que, je l'ai pas dit, mais du coup en anglais, l'état d'immobilisation on appelle freeze. Et donc dans la vidéo que j'avais regardée, la femme disait que le mode freeze c'était une 3e branche du système nerveux. C'est pas du tout une branche du système nerveux. C'est en réalité un des états du système parasympathique. Donc comme je disais, le but c'est pas de rester constamment dans l'état idéal, pas du tout. C'est de pouvoir circuler librement entre les différents modes
et de pouvoir revenir par exemple d'un mode de fuite et de lutte à un mode de sécurité. De pouvoir revenir d'un mode de figement à un mode de fuite de lutte parce que c'est une échelle, donc on ne peut pas juste sauter des échelons et revenir en bas. Il faut passer par tous les petits échelons entre deux. Donc ça veut dire que si on arrive au figement, pour pouvoir redescendre jusqu'en bas, il va falloir passer par les échelles, les échelons de la fuite et de la lutte. Ça veut dire où il y aura beaucoup d'énergie. En fait, c'est un processus qui est très naturel et qui est très organique et qui, chez les animaux dans un état sauvage, fonctionne extrêmement bien. C'est-à-dire que quand on regarde les animaux, et c'est des études qui ont été faites et menées par un monsieur qui s'appelle Peter Levine, qui a ensuite développé une méthode que j'étudie pour pouvoir libérer le stress intense et le traumatisme par le corps en régulant le système nerveux, qui a observé en fait que dans leur environnement naturel et sauvage, les animaux étaient très peu traumatisés. C'est-à-dire que certes, ils étaient face à des événements qui étaient traumatisants, c'est-à-dire se faire attaquer par un lion, être constamment un petit peu sur le qui-vive parce que à tout moment on peut se faire attaquer si on est une proie. Et pour autant, les animaux ne gardaient pas de traces de traumatisme par après, même quand ils étaient attaqués par un lion et que par exemple ils arrivaient à survivre. Ils reprenaient un peu leur vie normale. Et ce qui a été observé, c'est qu'en fait, ils repassaient justement, c'est-à-dire qu'ils montaient tout en haut de l'échelle, c'est une image, puis ensuite, quand le danger était passé, quand le système estimait que le danger et le prédateur étaient suffisamment loin, ils redescendaient de cette échelle en passant par la fuite et par l'énergie en fait qui avait été mobilisée pour fuir et pour lutter, donc en libérant cette énergie. Ça peut être par des petites secousses, par des tremblements, ça peut être par des grandes respirations, pour revenir ensuite à un état de sécurité, de calme, de repos, de digestion, d'être de nouveau en connexion avec les autres. Ça, c'est ce qui se passe donc dans le monde animal sauvage. Or, chez les humains, tu t'en doutes, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'on a les mêmes mécanismes parce qu'on a en réalité le même système nerveux autonome. Par contre, ce qui se passe, c'est que nous, on va pas réussir à redescendre l'échelle. C'est-à-dire que on va rester un petit peu en haut de cette échelle-là, par exemple en freeze, c'est-à-dire en immobilisation totale, c'est comme le freinage d'urgence. Et peut-être que par moment, on va redescendre un petit peu un ou deux échelons, puis après on va remonter un ou deux échelons, retourner tout en haut. Parfois, on va réussir à descendre peut-être 2, 3, mais jamais on arrive à descendre l'échelle complète, si on peut prendre l'image justement de cette échelle. En fait, donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que au fil du temps, quand on a été face à un traumatisme ou à un stress chronique, il y a ce qu'on appelle un défaut de neuroception qui se met en place. C'est-à-dire qu'en fait, le système nerveux va interpréter petit à petit, étant donné qu'il est coincé là-haut dans l'échelle, va interpréter des situations qui, a priori, objectivement parlant, j'ai bien dit objectivement parlant, sont sécures, ou du moins ne présentent pas de danger inhérent, comme un vrai danger de mort, comme devant réagir à cette situation, comme si c'était une situation de vie ou de mort. Et donc en réactivant justement que soit l'accélérateur pour fuir ou pour lutter, soit le freinage d'urgence, encore et encore. Sauf que qu'est-ce qui se passe avec une voiture si par exemple 3 fois par jour on doit faire un freinage d'urgence? Normalement les freins ils sont un petit peu usés, du moins il y a des problématiques qui se mettent en place, on est d'accord. Le freinage d'urgence, c'est pas fait pour être utilisé 18 fois par semaine. C'est fait pour être utilisé de manière occasionnelle quand il y a vraiment une situation qui le demande, on est d'accord. Évidemment, on n'est pas des voitures, mais c'est pour essayer d'imager un petit peu ce qui se passe. On va avoir une réponse de survie qui est disproportionnée par rapport à la réalité. Et c'est ça qu'on appelle, entre guillemets, être coincé dans le mode survie. Mais c'est même pas vraiment être coincé parce qu'on va toujours avoir un petit peu des fluctuations, c'est-à-dire on va être tout en haut de l'échelle, puis on va descendre un, deux échelons, puis remonter. La situation n'est pas vraiment coincée que dans l'un ou que dans l'autre, mais c'est juste qu'on va pas réussir à redescendre vraiment jusqu'en bas de l'échelle, ou alors si on va redescendre en bas de l'échelle, on va pas réussir à y rester longtemps, et dès qu'il y aura une petite situation, on va immédiatement remonter l'échelle, soit de quelques échelons pour arriver au niveau de la fuite et de la lutte, soit tous les échelons pour arriver totalement au mode freeze, en mode immobilisé. Donc on comprend à présent que ce qui se passe quand on a un système nerveux qui est dérégulé, c'est qu'une interaction qui peut être neutre, qui peut être totalement dénuée de danger, va être perçue comme une menace. L'intimité, même avec un partenaire, peut être perçue comme un danger et nous faire immédiatement monter l'échelle. Alors qu'a priori, c'est justement une situation où on est en connexion sociale avec l'autre. Mais ça peut ne pas être possible selon les antécédents qu'on peut avoir. Et selon la sensibilité aussi de notre système nerveux. Ou encore, par exemple, un désaccord, une conversation difficile avec ton partenaire peuvent être immédiatement perçus comme un abandon ou une attaque. Et du coup, justement, activer le système de survie, le système nerveux autonome, donc soit sympathique, le frein, donc la fuite, ou bien le combat. Donc la fuite, ça peut être sous forme de... on essaye à tout prix de fuir en fait la conversation, donc on part dans une autre pièce, on se bouche les oreilles, etc. Le combat au contraire, ça va être de s'énerver, de monter le ton, etc. Si la situation est perçue comme trop dangereuse, et ça peut être le cas, et c'est le cas de, notamment je pense à 3 de mes clientes, qui ont ce mécanisme, qui avait en tout cas au début, pour certaines, le mécanisme de dès que quelqu'un élevait la voix, même un tout petit peu, elle se figeait complètement. Donc le figement, c'est, on se rappelle, tout en haut de l'échelle, c'est la branche parasympathique dorsale, qui va nous faire figer comme faire le mort pour essayer d'échapper au danger. Donc à ce moment-là, on n'est même plus capable d'engager la conversation, ce qui peut en fait énerver encore plus la personne. C'était le cas en fait de ma cliente, c'est que ce qui se passait dans son couple, et pourtant elle était
en couple avec cette personne depuis très longtemps, je crois 7 ou 8 ans. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait un désaccord ou un conflit, dès qu'il levait un tout petit peu la voix, ou alors qu'elle sentait de l'énervement dans sa voix, c'est-à-dire comme une forme d'attaque, mais qui est à ce moment-là assez bénigne, on est d'accord, elle se figeait complètement. Elle ne répondait plus, elle se voyait comme... elle m'expliquait d'ailleurs une situation où elle était dans la voiture avec son partenaire, ils avaient une sorte de petit désaccord. Elle a senti de l'énervement dans sa voix, et là, tout d'un coup, elle est comme sortie, elle se voyait dans la voiture, plus vraiment de sensations, plus trop d'émotions. Du coup, forcément, elle n'est pas engagée dans la conversation, ce qui fait que ça énervait encore plus son partenaire, qui donc avait d'autant plus d'énervement, qui chez elle, du coup, enclenchait encore plus cette sensation et accentuait sa dissociation, on va dire, légère momentanée, et qui, du coup, chez son partenaire, sa dissociation accentuait son mécanisme de combat, qui était, entre guillemets, son système sympathique, qui était activé. Donc en fait, on se rend compte que dans les relations, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que très souvent, on va avoir des mécanismes qui enclenchent chez l'autre d'autres mécanismes, et qu'en fait, ça crée un peu un cercle vicieux comme ça. Et si on n'en est pas conscient, et si on comprend pas qu'en fait, c'est pas la volonté de l'autre de nous nuire, ou que c'est pas que la personne fait exprès de pas répondre, alors que c'est pas que la personne fait exprès d'élever la voix, mais que c'est quelque chose qui a déclenché ça chez elle, on va constamment revenir dans le même cycle. Et si on fait pas le travail non plus de ramener de la sécurité, de savoir comment réagir dans ces situations, on est voué à revivre encore et encore la même chose. Et d'ailleurs, c'était pour cette cliente que je cherchais des vidéos pour pouvoir montrer à son partenaire en fait que c'était pas qu'elle faisait exprès de pas lui répondre, c'était que c'était son système nerveux qui réagissait. Son système nerveux autonome qui donc n'est pas contrôlable par la pensée. Donc on peut pas juste dire à la personne non mais réponds-moi juste oui ou non, la personne ne peut pas. Donc en fait, ce qu'on se rend compte ici, c'est que le corps il réagit bien avant le mental. Et c'est le mental qui après peut-être va justifier, qui après va s'en vouloir, qui après va dire ah mais en fait j'aurais dû faire ceci, ça et ça, et non pas réagir comme ça, mais en fait on peut pas le contrôler, on ne peut pas le contrôler. Et tout ce qui se passe dans ces situations où il y a un danger qui est perçu, c'est ton système nerveux qui essaye de te protéger face à un potentiel danger, qu'il soit réel ou qu'il soit pas réel. Parce que, en l'occurrence, dans le cas de ma cliente, quelqu'un qui élevait qu'un tout petit peu la voix ou sentir de l'énervement chez quelqu'un, c'était un très mauvais signe de ce qui allait se passer ensuite. Donc même si ton partenaire n'a jamais été agressif ou violent envers elle, c'était un signal en fait pour son système nerveux de oh, non, là on sait ce qui va arriver ensuite parce que c'est arrivé trop souvent quand on était enfant, et donc on se fiche complètement avant qu'il se passe quoi que ce soit. J'aimerais ici faire une petite parenthèse sur pourquoi est-ce que justement le trauma rend les relations extrêmement difficiles. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre système nerveux, à la naissance, il n'est pas complet. Il va se construire petit à petit sur le modèle de la figure d'attachement qu'on peut avoir, donc parent biologique ou pas, peu importe. Et selon le système nerveux et les réponses, on va dire, que nous donne cette figure d'attachement, le nôtre va se construire un petit peu sur ce modèle. Donc on se rend bien compte que du coup, si notre figure d'attachement est elle-même totalement dérégulée, ou un système nerveux qui est très très sensible à certaines choses, etc., le système nerveux va se calibrer un petit peu là-dessus. En fait, dans l'enfance, la sécurité, elle vient des relations. Parce que en tant qu'enfant, on peut pas se débrouiller seul. On ne peut pas. On est obligé d'avoir quelqu'un à nos côtés qui puisse nous mettre en sécurité. Et quand c'est pas le cas, quand les figures d'attachement n'ont pas fourni de sécurité, ou pas assez, ou de manière non adaptée, le système nerveux, il va justement se configurer sur le fait de se protéger, et non pas d'entrer en lien avec la personne, parce que peut-être que c'était pas possible. Donc ce qui se passe ensuite à l'âge adulte, c'est qu'il y a à la fois un besoin profond de lien, c'est-à-dire d'être en relation avec quelqu'un, cette envie profonde, parce que c'est humain, et qu'en tant qu'humain, on est fait pour avoir des relations, mais il y a en même temps cette incapacité littéralement physiologique, c'est-à-dire que c'est même pas quelque chose de psychologique, enfin aussi, mais dans le sens... Il y a une grande part qui est physiologique, comme on l'a vu, parce que c'est décorrélé de nos pensées, c'est-à-dire c'est des réactions automatiques de la part du système nerveux, qui fait que c'est très difficile de rester régulé et calme et dans un état de sécurité, donc au bas de l'échelle, dans une relation. Dès qu'on va être en relation, pour certaines personnes c'était mon cas, on va immédiatement monter les échelons de l'échelle, soit au niveau donc de l'accélérateur, fuite ou lutte, soit au niveau directement de figement, c'est-à-dire qu'on va très vite monter l'échelle, donc ça peut se faire en quelques millisecondes, et donc ça crée vraiment cette ambivalence de, à la fois je veux me rapprocher d'une personne, je veux avoir une relation incroyable, je veux être shootée, je veux être choyée, mais à la fois, je dois me protéger, j'ai peur de souffrir à nouveau, j'ai peur de revivre la même chose que ce que j'ai pu vivre, et c'est tout des mécanismes, ici je l'explique avec des mots, mais en réalité c'est un mécanisme qui est automatique au niveau du système nerveux, qui a peut-être jamais pu se sentir en sécurité dans des relations depuis l'enfance. Donc en fait, le corps, il va bloquer cette connexion ou ces relations, même quand on a profondément envie. Même quand on se dit, mais oui, mais j'ai envie d'une relation, mais à la fois, à chaque fois, quand par exemple, dès qu'il y a un petit désaccord, ou dès que je sens qu'il faut s'engager, ou dès que j'ai l'impression que mon partenaire devient un petit peu trop distant, je panique. Et en fait, je sais pas quoi faire. Et c'est pas changer ses croyances qui va
aider la chose. Et c'est exactement ce que je vais expliquer ici. Parce que ce qui était expliqué dans la vidéo que cette personne avait fait, et je critique pas parce qu'en soi, je pense que ça venait vraiment d'une bonne volonté de vouloir un peu vulgariser le système nerveux et la régulation. Or, c'était juste pas correct. Et je pense que ça a un côté un petit peu trompeur. Parce que ça veut dire qu'on va essayer de réguler son système nerveux ce faisant, et ça va pas fonctionner. Et donc après, on va encore plus s'en vouloir, et ça engraine et nourrit ce sentiment un peu de culpabilité. Donc en fait, ce que la personne expliquait ici, c'était qu'il fallait commencer par changer ses croyances, donc changer les pensées, etc. Ça se passe au niveau du cortex préfrontal, pour pouvoir ensuite influencer la manière dont on allait réagir à différentes situations. Donc ça veut dire que c'est une approche qui est top-down, donc ça veut dire top-down parce qu'on prend en fait le haut du cerveau, le cortex préfrontal, puis on descend dans le cerveau reptilien, puis ensuite c'est de haut en bas. Pour influencer donc la réponse de survie qui se situe, comme on l'a vu, au niveau du système nerveux autonome, et qui communique ensuite avec le système limbique, le cerveau émotionnel, etc. Sauf que, comme on l'a vu, le système nerveux autonome, il comprend pas les affirmations, il ne réagit pas en fait au raisonnement, à la pensée, à la volonté, sauf la respiration. C'est le seul élément qui est un peu ambivalent entre les deux. Donc quand on va se répéter « je veux me sentir en sécurité » ou alors changer ses croyances par rapport au fait que cette personne puisse nous faire du mal, ça va peut-être vous donner un petit sentiment de réconfort et un petit apaisement, mais selon les antécédents que tu peux avoir, le corps, il va répondre selon son propre historique, selon ce qu'il a appris, selon comment il a été configuré et selon sa mémoire somatique. Il faut vraiment comprendre ici que le mental n'a pas accès au système nerveux autonome. Ça sert à rien d'essayer de l'influencer comme ça marchera pas. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse de comprendre plus en détail comment ça fonctionne cette approche du monde top-down, pourquoi est-ce que passer par la pensée, ça n'a pas nécessairement directement d'impact, ou du moins pas suffisamment pour pouvoir transformer et réguler le système nerveux, je vous encourage à lire ce livre. Je l'ai saigné vraiment plusieurs fois, je l'ai relu il y a une semaine. Et il explique aussi justement pourquoi est-ce que les approches par l'exposition graduelle, donc c'était un autre point qui était proposé dans la vidéo de cette personne, et en français et en anglais, vu que du coup c'était les mêmes, c'était que pour justement pouvoir réguler son système nerveux, il fallait passer par ce qu'on appelle en fait la thérapie d'exposition. Donc ça fait partie de la TCC, donc la thérapie cognitivo-comportementale, qui est une très grande approche thérapeutique et qui marche très bien, notamment pour les phobies, etc. Donc en fait, la thérapie par exposition, elle repose sur ce mécanisme d'habituation. Donc c'est l'idée qu'on va exposer progressivement la personne à ce qui lui fait peur, ou ce qui déclenche en fait une réaction chez elle, donc au niveau de son système nerveux, et ce sans qu'elle puisse l'éviter. Et le système nerveux, en fait, il va finir par, au bout d'un moment, ne plus réagir, parce qu'il va être habitué, il va voir que, ah, j'ai été confronté, par exemple, prenons le cas des phobies d'araignées, j'ai été confronté aux araignées, ah, il s'est rien passé, je suis pas morte. Au bout de tant de répétitions, le système nerveux va s'habituer et va calmer la réaction qu'il a de base vis-à-vis des araignées. Or, là, on parle pas d'une phobie des araignées. On parle de mécanismes qui sont très ancrés, qui viennent depuis l'enfance, qui ont des sources qui sont souvent traumatiques. Et ce qui se passe si la personne n'a pas une base de sécurité, l'exposition, elle risque juste de retraumatiser la personne. Et pour ça, je vais lire un petit extrait de ce livre pour vous dire que c'est pas du bullshit, c'est quelque chose qui a été étudié. Donc pour vous lire un petit extrait, la thérapie comportementale et cognitive se fonde sur le principe que lorsqu'on est exposé à maintes reprises à un stimulus angoissant sans que rien de grave se produise, donc ça veut dire voir les araignées et voir qu'on n'est pas mort, il nous perturbera de moins en moins, les mauvais souvenirs finiront par s'associer à l'information corrective que, en réalité, on n'a rien à craindre. Cela paraît simple, mais comme on l'a vu, revivre le traumatisme réactive le système d'alerte du cerveau et déconnecte les zones cérébrales requises pour intégrer le passé, ce qui ne favorise pas du tout la guérison. Alors que la TCC est efficace pour combattre les peurs irrationnelles comme celle des araignées, elle a donné de moins bons résultats chez les traumatisés, notamment les victimes de maltraitance infantile. À savoir que les maltraitances infantiles sont énormément répandues, contrairement à ce qu'on peut croire. Je reprends l'extrait. Seuls 30% des patients qui vont jusqu'au bout des expériences de TCC présentent une amélioration. Ils ont généralement moins de symptômes de SSPT, donc syndrome de stress post-traumatique, mais se remettent rarement complètement. La plupart continuent à avoir de gros problèmes de santé, de travail ou de mal-être psychique. Tout ça pour dire que l'approche par exposition, mieux vaut la prendre avec des pincettes. Et le plus important ici, c'est de pouvoir avoir une base de sécurité. Parce que si on a cette phobie d'araignée, on a sûrement la sécurité des ressources autour de nous, on se sent bien dans nos relations, on a connu ce sentiment de sécurité, ce sentiment de lien avec les autres, donc on arrive plus facilement à travailler justement sur cette phobie, à pouvoir y être confronté sans être retraumatisé directement. Quand on parle de difficultés relationnelles qui viennent et qui trouvent leur origine dans des traumatismes, dans du stress chronique, dans de la maltraitance, c'est pas en se reconfrontant, on va dire, aux relations dans un cadre a priori sans danger que ça va fonctionner. Ça va pas fonctionner tant qu'on ne pose pas une base de sécurité. Et c'est cette base de sécurité que je vais t'apprendre à construire dans la partie 2 de cette vidéo. Donc en conclusion, dans cette vidéo, on a vu une vue globale sur ce qu'était le système nerveux, les 3 grands états du système nerveux,
Donc la sécurité, la fuite, la lutte, qui est le deuxième état, sympathique. Et troisième état qui est ce qu'on appelle entre guillemets freeze, mais qui fait partie du système nerveux parasympathique qui est simplement le frein d'urgence, mais les deux c'est des freins. On a vu ce qui se passe quand la dérégulation elle s'installe, le fait que du coup on va interpréter des situations qui sont a priori sans danger comme étant des vrais dangers, particulièrement dans nos relations. On a vu pourquoi est-ce que le traumatisme rend les relations extrêmement compliquées et le lien que ça a avec les figures d'attachement qu'on a pu avoir dans notre enfance. Et enfin on a vu pourquoi est-ce que les approches top-down, les approches cognitives sont insuffisantes. Je dis pas qu'elles sont inutiles, mais insuffisantes. Comment est-ce que en fait la pensée ne peut pas changer le fonctionnement du système nerveux, du moins pas durablement. Et finalement, pourquoi est-ce que le fait de s'exposer graduellement à ce qui nous semblait un danger n'est en réalité souvent pas forcément la bonne option, du moins pas celle qui va nous permettre de vraiment guérir, de vraiment réguler notre système nerveux, et que la base de tout ça, c'est de pouvoir construire une vraie sécurité intérieure qui soit stable et durable. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Je t'invite à aller regarder la deuxième partie si elle est déjà sortie, sinon attends la semaine prochaine. Et si tu es déjà intéressé à comprendre plus en détail le fonctionnement du système nerveux et surtout comment est-ce que tu peux réguler et amener de la sécurité dans ce dernier en créant ta propre boîte à outils, parce qu'on a tous un système nerveux qui est plus ou moins sensible à différentes choses, donc comment créer ta propre boîte à outils. J'ai créé un programme exprès pour ça qui s'appelle Love Your Challenges, dans lequel je te montre comment créer ta propre boîte à outils, ton propre menu pour pouvoir savoir exactement quoi faire quand tu es face à un stress, mais surtout pour pouvoir créer la sécurité intérieure qui te permet ensuite de créer des relations qui soient ultra épanouissantes, qui soient saines, où tu te sentes chouchouté, choyé et choisi. Si ça t'intéresse, clique sur le lien en description. Et sinon, je te serais ultra reconnaissante de mettre un petit pouce en l'air, de commenter ce qui t'a étonné ou au contraire ce que tu savais déjà. Et on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie ou pour la prochaine vidéo.